Il faut que tout change pour que rien ne change. Et ça résume bien cette toute nouvelle génération du BMW iX3 avec un look de concept car, une architecture 800 volts, une autonomie en cycle mixte qui lui permet de dépasser les 800 km d'autonomie. Vous avez bien entendu, 800 km d'autonomie. On a le panoramic vision, le système d'unité de commande Art of Joy. Avec tout ça, ce nouveau iX3 signe le retour de BMW dans une catégorie qui en 2026 semble extrêmement concurrentielle puisque beaucoup de constructeurs automobiles y vont, celle des SUV premium 100% électriques. Est-ce que l'ADN de BMW va lui permettre de revenir sur le devant de la scène? Est-ce qu'il a enfin les armes pour s'imposer dans ce segment? Je vais répondre à toutes ces questions en fin de vidéo. Et pour y répondre, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son design, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route, sur des routes magnifiques dans les environs de Valence. Je vous donnerai ses autonomies réelles, en cycle urbain, cycle mixte et aussi sur autoroute. Et je conclurai cet essai détaillé avec non seulement toutes ses qualités, mais aussi tous ses défauts. Et je le comparerai à tous ses concurrents. Comme ça, vous pourrez dire qu'à la fin de cette vidéo, et seulement à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez littéralement tout sur cette nouvelle génération du BMW iX3. Donc du coup, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, le vendeur automobile. Et surtout, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Vous êtes prêts? C'est parti. Comme toutes les BMW depuis de nombreuses années, il a une valeur résiduelle sur le marché de la seconde main qui est estimée par les professionnels du financement comme étant très élevée. Il y a toujours une forte demande sur les BMW et ce nouveau iX3 ne déroge pas à cette règle puisque si on regarde les prix en location longue durée, ils sont par rapport au prix du véhicule très attractifs. En gros, un BMW iX3 50 xDrive M Sport sur 48 mois et 60 000 km, donc 15 000 km par an, sans apport. Pour les professionnels et les professions libérales, il sort à, écoutez bien, 900 € par mois, avec l'entretien et la garantie perte financière qui sont inclus. Certains vont me dire « Ah ouais, mais 900 € c'est énorme ». Attendez, je vous en parle dans toutes les vidéos. Il y a une chose à prendre en considération. Sur un SUV 100% électrique, vous n'avez pas de malus écologique à acquitter à l'immatriculation, vous n'avez pas de malus au poids, et il y a une meilleure déductibilité fiscale des amortissements par rapport à une version thermique et même par rapport à une version hybride rechargeable. Si je le compare à la version X3 30e hybride rechargeable, l'économie fiscale sur 48 mois, elle est de 12 000 €. C'est quand même pas rien. Seul petit bémol, j'aime bien être exhaustif quand je vous parle de fiscalité, il y a des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Il n'est pas éco-scoré, donc il ne bénéficie pas de l'abattement de 70% sur les avantages en nature. Mais c'est quand même à nuancer parce qu'aujourd'hui, il y a une solution qui existe. Je vous en avais parlé dans ma vidéo dédiée aux avantages en nature. D'ailleurs, je vous en remercie. Vous avez été 850 à appeler PCA Service, que vous soyez des dirigeants d'entreprise, des petites entreprises ou même des multinationales qui nous ont contactés. Et il y a aussi, surtout, beaucoup de salariés qui nous ont contactés parce qu'avec la nouvelle loi qui est apparue début 2025, il y a beaucoup de salariés qui se sont retrouvés à payer avant 100 € par mois pour leur voiture de fonction à 300 € par mois du jour au lendemain à cause de cette nouvelle loi. L'AEN Manager, il a été créé par PCA Service qui propose cette offre sur ce nouveau iX3 et il vous permet de déclarer au réel l'utilisation de votre voiture. Et c'est vraiment hyper simple, vous avez juste à remplir à la fin de chaque semaine, en fonction des trajets que vous avez fait, si c'est pour du personnel ou si c'est pour du professionnel. Et en fonction, ça va vous faire baisser de manière ultra importante le montant à payer de l'avantage en nature. Donc que vous soyez une entreprise ou un salarié, je vous assure que les économies, elles sont juste stratosphériques. Donc si vous êtes intéressé par ce BMW iX3, cliquez sur le lien en description. Et si vous voulez, pour votre voiture de fonction ou tout simplement pour la gestion de votre flotte, optimiser le coût de la fiscalité et surtout le coût de l'avantage en nature pour votre société, mais aussi pour tous vos employés, ça bénéficie à tout le monde, contactez PCA Service, ils ont une solution et c'est les seuls en France à le proposer. C'est pour ça qu'il y a eu autant de succès après ma vidéo que j'avais diffusée sur YouTube il y a 2 mois. Donc je vous ai mis en description de la vidéo le lien de PCA Service, contactez-les. De ma part, bien sûr. Sur l'extérieur, commençons par la face avant, bien sûr, une caméra en du pare-brise pour l'ensemble des aides à la conduite. Et puis on a ce capot avec ce double bosselage qui se termine vers le logo BMW et cette nouvelle calandre qui fait clairement référence au BMW des années 60-70. D'ailleurs, ça reprend le design qu'on peut retrouver sur des modèles iconiques comme la BMW 2002 Turbo. Et je trouve, à titre personnel, n'en déplaise à pas mal de détracteurs de ces nouveaux designs, qu'elle a le mérite, que ça vous plaise ou non, d'avoir l'audace de proposer un design différent des concurrents. Et ça, on ne va pas s'en plaindre. Et pour les fans de la marque, faire référence à des icônes, je trouve que c'est plutôt pas mal d'apporter
cette approche stylistique de néo-rétro, ça lui va bien. On a cette calandre qui est rétro-éclairée, l'Iconic Glow pour 1150 € qui équipe notre modèle d'essai. On a même juste ici un système qui va vous permettre de nettoyer la caméra avant du véhicule, lorsque par exemple vous avez des projections qui vont salir et obstruer la vision de la caméra. On a des projecteurs full LED avec répartition variable de la lumière et des feux de route anti-éblouissement permanent. Le bouclier avant, il est en couleur carrosserie, avec des inserts décoratifs qui sont en noir brillant sur notre modèle. Et on a une double entrée d'air centrale à volet actif pour permettre un meilleur refroidissement du moteur et aussi des batteries. Et on a un CX qui a été grandement amélioré, puisque là il fait 0,24 et sur l'ancienne génération du X3 on était à 0,29. Cette nouvelle génération du X3 elle est produite en Hongrie dans l'usine de BMW Group de Debrecen, il faut que vous le sachiez. Jantes de 20 pouces sur notre modèle, c'est les Steel Mi 48M à rayon double bicolore. Et vous pouvez en option avoir des jantes plus grandes. Vous avez 21 et même 22 pouces en option qui sont disponibles. Là, on a des étriers de frein qui sont en couleur bleue. Vous pouvez les avoir en couleur rouge avec la finition M Sport Pro. Les arches de roue et jupes latérales sont teintées en couleur carrosserie avec un insert noir brillant. Les poignées de porte sont affleurantes, là aussi en couleur carrosserie. Rétractables électriquement avec le contour intérieur qui est éclairé. Les coques de rétroviseur elles sont en couleur carrosserie et avec la finition M Sport Pro, elles peuvent être noires brillantes sur la partie supérieure. Rétroviseurs qui sont réglables et rabattables électriquement, dégivrants, asphériques, électrochrome avec fonction anti-éblouissement automatique. On a l'encerclement des vitres qui est en noir brillant, vitrage calorifuge sur notre modèle pour 500 €. Et il y a pas moins de 9 teintes de carrosserie disponibles, dont ce Polarized Grey métallisé qui est facturé 1150 €. Il y a un empattement de 2,90 m et 4 cm de plus par rapport à l'ancienne génération du iX3. Et ce qui est à retenir sur la partie latérale, c'est ces surfaces planes assez marquées, notamment sur l'encerclement des passages de roues. Ça, c'est assez distinctif sur ce modèle. Personnellement, c'est pas ce que je préfère esthétiquement. Autant l'avant, je le trouve vraiment différenciant, autant on va dire la largeur de ces surfaces planes aurait, selon moi, dû être un petit peu diminuée pour apporter plus de neutralité dans l'esthétique de la voiture. Rien de choquant, mais ça saute quand même aux yeux. La trappe de recharge, elle est à l'arrière droit du véhicule. Là, vous aurez accès à cette batterie qui, il faut le reconnaître, est assez massive. 108,7 kWh de capacité. C'est quand même énorme, mais ça lui permet quand même d'annoncer 805 km d'autonomie en cycle mixte. Je vais vous donner les vraies autonomies réelles que j'ai réalisées sur les différents parcours routiers, urbains et autoroutiers. Bon, vous allez constater que j'étais quand même bien en dessous de ça. Mais en tout cas, sur le papier, 805 km, c'est à noter. Rares sont les SUV Premium 100% électriques qui peuvent en dire autant, ne serait-ce que sur leur fiche technique. La recharge, elle est rapide, 10 à 80% de charge de la batterie en 21 minutes, grâce à cette architecture 800 volts. La batterie, elle est garantie 8 ans ou 160 000 km. Et il y a une recharge bidirectionnelle V2L qui est de série. Une chose importante, pour ceux à qui ça ne parle pas ou qui ne sont pas encore convaincus, cette architecture 800 volts, elle vous permet quand même, en l'espace de 10 minutes, je dis bien 10 minutes, de récupérer 372 km d'autonomie. Alors ça, c'est ce qui est annoncé par BMW. Dans les faits, ça va bien sûr dépendre de la borne de recharge à haute performance sur laquelle vous êtes en train de recharger, mais il y a fort à parier que vous puissiez en 10 minutes récupérer au moins 300 km d'autonomie réelle. Bécarré en couleur carrosserie qui intègre le troisième feu stop avec des inserts décoratifs en noir brillant qu'on retrouve aussi sur la partie supérieure du diffuseur arrière de la voiture. Juste en dessous de la lunette arrière, on retrouve ces feux assez effilés, larges, qui prennent quasi la totalité de la largeur sur le haillon de la voiture, avec pour les séparer juste le logo BMW, un positionnement de la plaque d'immatriculation assez bas. Et ça, c'est plutôt bien vu de la part des designers. On a des catadioptres verticaux sur les extrémités du bouclier arrière. Et puis le diffuseur en son centre contient le feu de marche arrière. Le design ressemble un petit peu à celui du BMW iX. Il est, je trouve, bien fait sur la partie des feux arrière. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu ces surfaces planes qui occupent une superficie assez importante, un peu comme l'encerclement des passages de roues sur la partie latérale. C'est vrai que c'est assez déstabilisant visuellement. C'est pas moche, mais il faut quand même s'y habituer. Vous pouvez ajouter en option pour 1 200 € un crochet d'attelage à déploiement automatique qui est électrique, qui vous permettra de tracter en freiné 2 tonnes et en non freiné 750 kg. Concernant le coffre, ouverture et fermeture électrique de série avec le Smart Opener, c'est la fonction d'ouverture avec le pied. On a 520 litres dans cette configuration et si vous baissez la banquette arrière, là vous aurez 1750 litres. Donc en gros, vous gagnez 10 litres
sur le coffre en configuration standard par rapport à l'ancienne génération. Et banquette rabattue, c'est là où on gagne beaucoup. Sur l'ancienne génération, on était à 1560 litres et là on est à 1750 litres. On a un frunk à l'avant qui fait 58 litres, qui n'était pas présent sur l'ancienne génération. On a un seuil de chargement en inox, double plancher, crochet d'arrimage, filet de séparation pour 250 €, qui est présent sur notre modèle. Au niveau de ses dimensions, longueur 4,78 m, c'est 5 cm de plus que l'ancienne génération. Largeur 1,90 m hors rétroviseur, c'est 1 cm de plus. En revanche, sur la hauteur, 1,64 m, là on perd 3 cm par rapport à l'ancien. Et sur son poids, 2360 kg, là par contre c'est 100 kg qui s'ajoutent sur la balance par rapport à l'ancien iX3. On ne peut pas voir le moteur bien sûr à l'avant puisque vous avez le frunk de 58 litres. Vous avez en fait deux moteurs électriques, un sur l'essieu avant, un sur l'essieu arrière. Transmission intégrale X-Drive avec boîte automatique monorapport avec réducteur. Puissance combinée 469 chevaux, 645 Nm de couple et des performances qui sont clairement au rendez-vous. 0 à 100 km/h, moins de 5 secondes. 4,9 secondes exactement. 210 km en vitesse de pointe. Consommation annoncée en mixte de 16,5 kWh au 100 km. Ça, c'est la consommation qui est annoncée par BMW. Je vais vous donner la vraie consommation que j'ai réalisée avec mon type de conduite, qui est un tout petit peu au-dessus de ça. Et puis sur autoroute, on est à 21,05 kWh au 100 km. Là aussi, je vais vous donner ma consommation. Prix de base, 71 950 €. Et le modèle que je vous présente dans cette vidéo, lui, s'affiche à 87 380 € avec 15 430 € d'options. Ça commence à faire une somme assez rondelette, surtout si vous optez pour un achat comptant. Mais fort heureusement, ces voitures, comme je vous l'indiquais en début de vidéo, elles ont des valeurs résiduelles assez bonnes sur le marché de la seconde main. Et du coup, les sociétés de financement jouent le jeu. Et vous avez des montants de loyer qui sont plutôt faible par rapport, je dis bien par rapport, au prix en achat comptant du véhicule. Alors, la voiture elle est garantie 2 ans avec un kilométrage illimité. Vous pouvez bien sûr ajouter des extensions de garantie lorsque vous commandez ce véhicule. Au niveau de la fiscalité, il n'y a pas de malus écologique, il n'y a pas de malus au poids. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Et là, la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que l'habitabilité est considérable. Là, le siège avant, il est réglé pour ma taille. Je vous rappelle, je fais 1,88 m. Je me suis réglé un petit peu en arrière. Regardez la place qui me reste. Vous pouvez facilement mettre 5 personnes de 1,95 m dans la voiture et voyager. Ça, c'est un point qui est important. C'était moins le cas dans l'ancienne génération du X3. C'est quand même à noter. On a aussi un plancher complètement plat. Donc la personne qui va s'asseoir au centre, certes, bénéficiera d'une assise moins confortable qu'à droite ou à gauche. Mais pour le coup, elle aura de la place pour mettre ses jambes. Et puis, s'ajoute à cela un espacement pour mettre vos pieds sous les sièges avant, qui est là aussi assez haut. Vous avez une bonne quinzaine de centimètres, donc vous pouvez mettre vos chaussures sous le siège et donc gagner en place. Garde-toit très importante, regardez plutôt, parce que j'ai au-dessus de ma chevelure folle une bonne quinzaine de centimètres. On a ce toit panoramique qui n'est pas ouvrant, et il n'y a pas de toit ouvrant disponible en option. Heureusement, il y a un traitement anti-UV, ça c'est quand même assez pratique. Alors ça apporte un puits de lumière considérable, et je dois vous avouer, même avec une intensité lumineuse assez forte qu'on a eu pendant 2 jours, j'ai pas ressenti d'échauffement dans l'habitacle. Heureusement, le verre est correctement traité. Une sellerie bicolore en cuir synthétique, avec l'immense majorité de la surface qui est en blanc et d'autres parties qui sont en gris anthracite. Accoudoir central avec 2 porte-gobelets, une trappe à ski qui est présente. Juste ici, on a des puits de lumière supplémentaires via des vitres de custode, pour le coup très importantes en termes de surface, et ça c'est un bon point. 2 aérateurs centraux, juste ici, avec un écran afin de vous permettre de régler l'intensité du chauffage ou de la climatisation. On a 2 prises USB-C de 45 watts de puissance. La puissance est divisée lorsque les 2 prises sont utilisées. Il n'y a pas de poche aumônière. Par contre, on a ce kit Travel & Comfort qui vous permettent entre autres d'ajouter une tablette. Ça c'est plutôt bien vu. Vous avez aussi la possibilité d'incliner manuellement le dossier des sièges sur plusieurs niveaux. Ça, c'est plutôt pas mal. L'habitacle est hyper généreux et ça, on va pas s'en plaindre. Sur les contreportes, on a un dessin assez moderne des contreportes, avec aussi des plastiques de qualité sur la partie supérieure. Et puis, on a également des inserts décoratifs et des matériaux utilisés qui sont premium. Seul petit bémol à noter, c'est la partie inférieure de la contreporte entièrement en plastique dur. À ce niveau de gamme, il aurait quand même mérité une finition un peu plus exclusive. Les panneaux de porte avant, ils sont dans le prolongement direct du tableau de bord, avec des habillages bicolores en Veganza Digital White Schwartz, comme à l'arrière. Éclairage d'ambiance de série, vous avez un système audio de série avec 7 haut-parleurs 205 watts de puissance, et sur notre modèle, grâce au pack Innovation, qui coûte 2000 €, vous avez ce système hi-fi Harman Kardon, 13 haut-parleurs, 365 watts
de puissance. Les seuils de porte sont badgés M. Siège avant à réglage électrique, de série avec fonction mémoire conducteur et passager. Ils sont chauffants de série mais pas ventilés. Sur notre modèle, on a les sièges avant multifonctions qui coûtent 900 €. Vous pourrez régler la largeur du dossier via l'écran d'info divertissement. Vous avez le réglage du soutien lombaire, 7 programmes de massage, possibilité de régler la vitesse, l'intensité et le type de massage, et également possibilité de créer des programmes personnalisés. Et ça, c'est vraiment bien, surtout lorsque vous voyagez longtemps. Pas de siège avant ventilé, même en option. Sachez que pour 1550 €, vous pourrez opter pour les sièges M Sport, mais là, vous aurez des bords de siège beaucoup plus marqués et typés sport que sur ces sièges qui sont, il faut le dire, selon moi, plus en phase avec la philosophie globale de la voiture. On a des sièges qui sont particulièrement confortables. L'assise est bonne, que ce soit le dossier, l'inclinaison du dossier qui est bien pensée, mais aussi le confort général et la largeur de l'assise. Quel que soit votre gabarit, vous pourrez facilement trouver le bon paramétrage et le bon réglage de vos sièges. Affichage tête haute BMW 3D Head-Up Display, qui est présent grâce au pack Innovation sur notre modèle avec une très bonne lisibilité. Mais la grande nouveauté, c'est bien sûr cet écran qui est juste derrière le tableau de bord, c'est le BMW Panoramic Vision. Alors pour le coup, je vais y revenir dans la partie de l'essai routier. Je trouve à titre personnel qu'en termes de praticité, c'est génial, même quand vous avez des forts taux d'ensoleillement, puisque vous avez la possibilité, quelle que soit l'intensité lumineuse, d'avoir accès de manière ultra lisible à l'ensemble des informations que vous aurez paramétrées. Parce que toutes les infos que vous voyez ici, en fait, vous pouvez les choisir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir celles qui sont présentes devant moi. Alors en fait, c'est une projection via un écran virtuel de toutes les infos de conduite sur, comme vous le voyez, toute la largeur du pare-brise. On a un volant sport de série sur notre modèle. La jante du volant, elle est en Veganza, partiellement perforée, avec un bon maintien. Après, sur le design, personnellement, je ne suis pas très fan. Et d'un point de vue pratique, quand vous commencez à faire des manœuvres, souvent, je ne savais plus si mon volant était droit ou pas. C'est un coup à prendre. En général, je me fixe par rapport au sens du logo BMW. Il y a une bonne chose sur le volant, c'est que s'affiche de manière rétroéclairée uniquement les informations dont vous avez besoin. Par exemple, vous avez des fonctions de parking automatique qui ne vont que s'afficher en dessous de 30 km/h, forcément au-dessus. À part si vous êtes cascadeur, ça va être un petit peu plus compliqué. Il peut être chauffant ce volant pour 330 €. Vous avez des éléments de commande ShyTech avec un retour actif. À droite, vous aurez accès au multimédia, le téléphone, la commande vocale, et à gauche, à l'ensemble des aides à la conduite. Beaucoup d'aides à la conduite de série d'ailleurs. Vous avez le BMW Symbiotic Drive. C'est une interaction qui est assez intuitive entre vous et les aides à la conduite grâce à un logiciel qui est alimenté par intelligence artificielle. Ça permet notamment de ne pas désactiver le régulateur de vitesse par une simple pression légère sur la pédale de frein, et il va se couper en cas de freinage appuyé. Vous avez le Driving Assistant avec l'aide à l'évitement, au freinage d'urgence, le Driving Assistant Plus avec le régulateur adaptatif avec maintien dans la voie. Et sur notre modèle, ça c'est une option à 1100 €, il y a le Highway Assistant qui est disponible pendant 4 ans, conduite semi-autonome de niveau 2+, qui fonctionne grâce à 4 principales fonctionnalités. Donc vous avez la conduite main libre, l'assistant de changement de voie, qui est actif entre 30 et 180 km/h sur autoroute. Vous avez l'assistance au maintien de la trajectoire. Ça assure le contrôle latéral du véhicule de 0 à 180 km/h via des caméras et radars qui détectent les marquages au sol et les obstacles. Et enfin, vous avez la navigation au niveau des voies. Ça offre une visualisation ultra réaliste et détaillée de la chaussée. Et ça synchronise parfaitement l'expérience de guidage numérique avec l'environnement réel pour optimiser la précision de vos trajectoires. En fait, dans ce nouveau BMW X3, vous avez une nouvelle architecture électronique. Il y a pas moins de 4 unités de commande. Dynamique de conduite, conduite automatisée avec le Symbiotic Drive, l'infodivertissement et les fonctions standards et de confort. Et parmi ces 4 unités de commande, la dynamique de conduite, c'est géré par le Heart of Joy de BMW. Écran d'infodivertissement central de 17,9 pouces, bien sûr tactile, avec un planificateur d'itinéraire via BMW Maps et le BMW Connected Drive Store, avec plus de 60 applications que vous pourrez installer. Il y a des jeux, du streaming musical, streaming vidéo. Il y a une nouvelle interface BMW Panoramic eDrive. En gros, le principe, c'est que vous avez les mains sur le volant et les yeux sur la route. Donc vous avez des informations de part et d'autre du centre du volant, sur l'écran central et ici sur la dalle qui est juste derrière avec l'ensemble de vos informations. Et également, vous avez l'affichage tête haute. Et il faut l'avouer, c'est bien pensé. On n'a pas la tête qui est focus trop sur l'écran d'instru ou trop sur l'écran d'infodivertissement. En fait, l'essentiel, il tombe assez rapidement sous la vision du conducteur. On a l'Android Auto, l'Apple CarPlay sans fil de série. Vous pourrez déconnecter les principales aides à la conduite juste ici directement sur votre écran, sur cette partie gauche, avec notamment l'alerte de survitesse.
Ça, c'est pratique et bien pensé. Pareil, pour l'assistant de maintien dans la voie, vous pourrez le désactiver de cette manière. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller dans les menus, naviguer dans les menus, perdre du temps. Un simple clic suffira pour désactiver ces deux fonctions. Vous pouvez avoir le parking assistant professionnel pour 850 €. Là, vous avez le stationnement qui est entièrement automatisé avec smartphone, la caméra 360 avec Surround View, et vous avez aussi l'assistant de marche arrière qui mémorise les 200 derniers mètres parcourus en marche avant. Et sachez que vous pourrez faire avancer, reculer, manœuvrer le véhicule en étant à l'extérieur avec votre smartphone. Vous avez le My BMW App qui permet de garer à distance votre iX3 grâce à l'option dont je viens de vous parler, le localiser, voir la pression des pneus et les prochaines maintenances, piloter vos recharges, etc. Vous avez le BMW Digital Premium pendant 4 ans pour 500 € sur notre modèle. Ça intègre notamment la surveillance vidéo automatique par sécurité assistante avec des notifications sur votre smartphone. On a le BMW Digital Key Plus 2 série, c'est une clé digitale pour smartphone ou montre connectée. Chargeur à induction 15 watts de série avec refroidissement intégré. 2 prises USB-C, 2 portes gobelets. On a des boutons warning, frein de parking, dégirage du pare-brise et la lunette arrière, volume et sélecteur du rapport qui sont juste ici. Accoudoir central en Veganza Digital White avec rangement plus prise 12 volts. Il faut savoir que cet accoudoir, il n'est pas très profond. Vous pourrez y mettre seulement peu de choses, mais vous avez tout de même un rangement central, pour le coup, qui n'est pas caché des regards extérieurs, mais qui vous permettra de ranger beaucoup plus de choses. Je vais commencer par vous parler de ces suspensions. On a sur l'avant une jambe de force à double articulation et sur l'arrière, on a un nouveau type d'essieu à 5 bras qui permet de libérer de l'espace pour avoir un volume de coffre plus important. Mais si on reste à analyser l'architecture de la suspension, on est sur quelque chose de plutôt classique mais qui arrive quand même bien à gérer le poids du véhicule. On frôle les 2,4 tonnes. On a une excellente répartition des masses puisque comme sur l'immense majorité des voitures électriques, vous avez les batteries qui sont positionnés dans le plancher de la voiture et donc nécessairement on n'a pas une voiture qui va tanguer autant que sur une voiture qui pèse 2,4 tonnes et qui est 100% thermique. Et c'est vrai que cette nouvelle architecture qui est propre à cette nouvelle génération de New Classe E, désolé pour mon accent, de chez BMW, on sent qu'ils veulent garder l'aspect plaisir de conduire. Et on le ressent immédiatement. Alors c'est vraiment accentué par leur nouveau système de Art of Joy, une nouvelle unité de commande qui permet en fait de contrôler en même temps et non pas de manière séparée l'accélération, le freinage, la répartition du couple, la récupération d'énergie. Tout ça dans le même élément de commande. Par rapport à des voitures d'ancienne génération qui souvent géraient ça mais de manière séparée, là on a un traitement de ces données qui est 10 fois plus rapide. Et du coup, qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça apporte une réactivité qui est immédiate dans toutes les phases ultra dynamiques. Et c'est assez décontenançant parce que la voiture, quand on la regarde, on s'attend à avoir une voiture un petit peu pataude avec une réactivité qui est celle d'une voiture qui adopte ce genre de philosophie de voyageuse, c'est-à-dire une réactivité assez faible. Et à contrario, vous mettez en mode sport, là vous avez un véhicule qui se transforme en scalpel pour une voiture de cette taille. Je ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas non plus une voiture de piste, mais j'ai rarement eu ce ressenti dans un SUV d'avoir une précision, une réactivité de conduite aussi bonne. Ça, c'est un excellent point pour elle. Sur les modes de conduite, ils sont plutôt marqués, même si la plupart du temps, je suis toujours resté sur le mode de conduite standard. Ils vont agir sur la réaction à la pédale d'accélérateur. On a aussi la direction, également le type d'affichage du véhicule et la récupération d'énergie. Sur les modes de conduite, il y a une chose qui est pas mal. Vous pouvez choisir un mode de conduite par défaut qui va s'activer à chaque démarrage de votre voiture. Ils ne sont pas excessivement marqués parce qu'on n'est pas sur un modèle motorsport, mais lorsque vous mettez en mode sport et que vous commencez à accélérer, je vous assure qu'il se passe quelque chose. On a en plus un Active Sound qui vous permet d'avoir un bruit d'accélération qui est selon moi pas forcément très agréable, mais il a le mérite d'exister. Et surtout, là où je trouve que c'est intéressant, c'est pas tellement pour l'effet de vitesse qu'il vous donne, mais il va en fait vous faire prendre conscience de la vitesse que vous êtes en train de prendre, parce que la voiture, elle est relativement bien insonorisée. Et du coup, on en oublie les vitesses auxquelles on se trouve. Et c'est même piégeux
tant ils ont travaillé l'insonorisation dans le véhicule. Alors cette insonorisation, là, dans ce genre de cas, elle peut jouer contre vous, hein, notamment contre votre permis. Mais par contre, la bonne chose, c'est qu'elle participe à ce confort général. Donc entre les suspensions, le Heart of Joy et la qualité de l'insonorisation, ils en ont fait une très grande routière. Sur la direction, elle est assez progressive, précise, et la bonne chose, on a 12,1 mètres de diamètre de braquage. C'est pas exceptionnel, mais bien suffisant pour sa catégorie. On a un freinage soft top, ça vous permet en fait d'avoir un mixte entre l'utilisation du freinage et la récupération d'énergie, qui va jusqu'à l'arrêt complet de la voiture, mais il le fait avec beaucoup de douceur et de progressivité là aussi. Et donc du coup, on arrive à récupérer de l'énergie, mais on arrive aussi à freiner sans avoir à freiner au dernier moment pour arrêter complètement le véhicule. Il y a effectivement plusieurs niveaux de récupération de l'énergie grâce au freinage, et vous avez même un mode one pedal où là vous n'aurez quasi pas à utiliser votre pédale de frein. Moi je suis pas très fan, vous le savez, de ce genre de système, mais ça a le mérite d'exister. Mais ce qui est à noter, c'est que chez certains de ses concurrents, on a une récupération d'énergie qui peut s'avérer un petit peu violente, surtout sur les niveaux d'intensité les plus élevés. Et là, on a beaucoup plus de douceur. Et c'est là où ils sont forts. Ils ont réussi à avoir une étendue de l'utilisation et de la sensibilité qui est tellement bien calculée, tellement bien paramétré qu'on n'a pas les mauvais côtés de la voiture 100% électrique. Ce qui est aussi rassurant, c'est la qualité du freinage, hein. Freinage assez précis, même très précis. Alors attention quand même, hein, parce qu'on arrive à des vitesses complètement folles et il y a beaucoup de mordants au freinage. Là aussi, on retrouve les gènes BM. Ça fait quand même plaisir. L'autonomie, elle est donnée à 800 km en cycle WLTP. Alors moi, je vais vous donner mes vraies consommations. Donc, j'ai pas réussi à faire 800 km, n'en déplaise aux ingénieurs de BMW. J'ai fait beaucoup d'autoroutes avec pas mal d'accélération. Ce que j'ai noté, je suis allé dans l'ordinateur de bord de la voiture. Je vous mets à chaque fois les photos de l'ordinateur de bord. Comme ça, vous voyez vraiment les véritables consommations. On est à 20,6 kWh au 100 km. Depuis sa sortie d'usine, sachant qu'elle a fait beaucoup de voyages et donc du cycle mixte et surtout pas mal d'autoroutes. Ce que j'ai noté aussi, c'est que si on est sur des petites routes comme celles sur lesquelles je suis en train d'évoluer, qu'on roule plutôt cool, donc là vous pourrez faire 650 km d'autonomie. Sur autoroute, en roulant à 130 km/h, là vous ferez dans les 450-500 km et on va dire en moyenne 550 km avec des parcours assez variés semble être son autonomie réelle. Alors certes, on a une batterie qui est lourde puisqu'elle est assez grosse, 108,7 kWh de capacité, c'est pas rien, mais elle répond à quand même une énorme attente de la part des acheteurs de ce genre de voitures qui sont quand même pas donnés en termes tarifaires. C'est bien sûr une autonomie réelle qui soit enfin correcte pour envisager le voyage et les longs parcours. Une bonne chose sur l'écran d'infodivertissement, vous pourrez déconnecter d'un simple appui sur la partie gauche de votre écran les aides à la conduite qui sont dérangeantes. Alors pour le coup, elles sont vraiment pas très intrusives dans cette voiture, notamment l'alerte de survitesse. Ça, c'est un bon point. Autre bon point, c'est l'affichage des informations, que ce soit via l'écran d'instrumentation et aussi via le panoramique vision. Alors ce type d'écran qui prend en fait toute la largeur juste après votre tableau de bord, on l'avait vu il y a très longtemps dans pas mal de monospaces. Moi pour le coup j'étais fan de ce genre d'affichage parce que ça vous permettait, et c'était plutôt révolutionnaire à l'époque, d'avoir toutes les informations nécessaires facilement identifiables juste devant votre champ de vision. Et ça a été repris. Alors je ne sais pas s'ils se sont inspirés de ces anciens tableaux de bord, mais ça c'est une très bonne chose parce que là en termes de lisibilité, c'est difficile de faire mieux. En plus, tout est paramétrable via l'écran d'infodivertissement et je trouve que c'est un pari assez audacieux qu'ils ont eu de mettre non pas un écran d'instrumentation traditionnel juste derrière le volant, mais bel et bien juste après le tableau de bord parce qu'on a moins besoin d'avoir notre vision qui descend et qui remonte. Et donc on gagne en réactivité lorsqu'on est au volant et en réflexe. La voiture, elle me marque pas mal, je dois l'avouer, par sa précision, sa rigueur, son agilité, son freinage et ses aides à la conduite qui sont particulièrement bien paramétrées. J'avais pas prévu de vous dire ça, j'avais prévu beaucoup plus de critiques sur la partie de l'essai routier, mais là, je dois m'incliner pour le coup, tant le travail a été abouti. C'était pas le cas sur l'ancien iX3, j'avais été très critique à l'époque dans mon essai de l'ancienne génération du iX3 sur énormément d'éléments, notamment le fait qu'il perdait pas mal de l'ADN de BMW, et là, ils ont vraiment bien corrigé le tir, force est de le constater. Est-ce que pour autant, ce nouveau BMW
BMW iX3 va pouvoir se vendre? Est-ce qu'il a les qualités pour pouvoir s'imposer par rapport à des concurrents qui eux aussi l'ont pas attendu pour offrir des prestations équivalentes? Je vais répondre à ces questions d'ici quelques instants. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau BMW iX3. Alors j'ai retenu pas mal de défauts. J'aime bien être exhaustif, vous savez, et j'en ai retenu pas mal. Alors le premier, il y a la présence de beaucoup de plastique dur, notamment dans les contreportes. Et je trouve, à titre personnel, qu'à près de 90 000 €, avec le modèle que je vous présente, ils auraient pu faire un effort là-dessus pour adopter des finitions peut-être un petit peu plus en phase avec ce que le véhicule dégage. Ensuite, vous n'avez pas de suspension adaptative disponible. Il n'y a pas de système à 4 roues directrices, vous n'avez pas de toit ouvrant disponible, il n'y a qu'un toit panoramique, comme c'est le cas sur notre modèle d'essai. Il n'y a pas de siège ventilé et vous n'avez pas de siège arrière chauffant. C'est des petites choses, mais qui, à ce niveau de gamme, sont selon moi des oublis qui pourraient, face à certains de ses concurrents, lui faire un petit peu défaut. On a également un véhicule qui est relativement cher, près de 90 000 €, tel que je vous le présente aujourd'hui. Ça commence à faire une somme assez importante. Et enfin, on a une ergonomie du système d'infodivertissement qui nécessite un petit peu de temps pour l'appréhender et l'utiliser correctement. Une fois qu'on s'est dit ça, je vous rassure, pour les fans de BMW notamment, il a quand même pas mal de qualités. Alors déjà, ça commence par son autonomie. Certes, on n'est pas sur les 805 km d'autonomie annoncée par BMW, mais il a une autonomie pour un SUV premium 100% électrique qui est énorme. Vous pourrez en mixte faire plus de 650 km sans aucun souci, sur autoroute entre 450 et 500 km. Et en 2026, rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir une autonomie réelle, et je dis bien une autonomie réelle, aussi importante que ce BMW iX3. Ensuite, sa puissance et sa vitesse de recharge. Grâce à cette architecture 800 volts, vous allez récupérer en 10 minutes plus de 300 km d'autonomie. Donc en gros, pour passer 10 à 80% de la batterie sur une borne de recharge rapide, il vous faudra à peine 20 minutes pour le faire. Ça aussi, pour ceux qui veulent beaucoup rouler, ce sera enfin possible de passer à l'électrique. BMW, juste avec ces deux qualités, il marque déjà un pivot. J'ai pas terminé. Autre qualité, le châssis. BMW est connu depuis longtemps pour la qualité de ses châssis. Le iX3 de première génération, je ne vais pas vous dire que le châssis était mauvais, mais c'était un petit peu très éloigné de ce que BMW sait faire. Là, ils se sont largement rattrapés sur cette nouvelle génération qui, selon moi, marque un pas net en termes d'efficacité, d'agilité, de performance, si on parle juste du châssis, sans parler du moteur. On a un moteur, si on parle du moteur, qui est on ne peut plus volontaire, que ce soit sur les accélérations ou les reprises. Également, une insonorisation qui est excellente, même sur autoroute à 130 km/h. Vous pourrez très facilement chuchoter pour parler aux passagers qui sont à l'arrière du véhicule. On a également des technologies embarquées qui ne sont pas intrusives, et ça j'insiste là-dessus, et même si certaines d'entre elles peuvent l'être, vous pourrez les déconnecter assez facilement via les commandes qui sont accessibles directement sur l'écran d'infodivertissement. Il y a aussi un confort des sièges qui est très marqué, notamment à l'avant. La voiture est très confortable. Et puis enfin, il y a un design, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui est, et ça c'est factuel, ultra futuriste. Et ça, on ne va pas s'en plaindre. Rares sont ceux qui ont l'audace de le faire en 2026. Mais BMW fait partie des constructeurs qui peuvent se le permettre. Et en plus, ils l'ont, selon moi, bien fait. Est-ce que, une fois qu'on s'est dit tout ça, cette nouvelle génération du BMW iX3 peut marquer le pas face à ses concurrents? Est-ce que cette nouvelle génération garde l'ADN qui fait la force de BMW? Et surtout, est-ce qu'il va pouvoir s'imposer dans le segment des SUV 100% électriques premium en 2026? Rien n'est moins sûr. J'ai pris plusieurs critères pour répondre précisément à cette question. Premier critère, bien sûr, c'est le design. Alors sur le design, c'est pas mon préféré. J'en ai mis 2, voire peut-être 3 devant. Le troisième, je suis sans doute ex aequo. Alors le premier pour moi, c'est le Porsche Macan, qui est super beau. J'aime beaucoup Porsche, vous le savez. Premier sur le podium. Deuxième, je mettrai le nouveau Volvo EX60, qui est splendide. J'adore la marque Volvo, c'est élégant, c'est discret, c'est pas ostentatoire. En troisième position, c'est là où j'hésite un petit peu, je mettrai le nouveau Mercedes GLC. Et peut-être ex aequo, je dis bien peut-être, je vais vous expliquer pourquoi, ce nouveau iX3. Alors l'avant du iX3, je le trouve beaucoup plus beau que le GLC. Mais le GLC, si on prend sa face avant, l'arrière, la partie latérale, on va dire qu'il est plus cohérent sur son design que ce BMW iX3.
C'est pour ça que je les mettrais sans doute ex aequo. Ensuite sur le coffre, 520 litres, même si c'est mieux que l'ancienne génération du iX3, c'est moins bien que tous les autres, hein. Le Volvo EX60, lui c'est 523 litres, l'Audi Q6 e-tron 526, le Porsche Macan 540, le GLC de Mercedes 570, le Xpeng G6 571 et le Lexus RZ 586, et bien sûr le Tesla Model Y, lui, avec un volume énormissime, et bien sûr à la première place. Sur l'autonomie, jusqu'à 805 km. Bon, il est quasi premier ex aequo, hein, puisque le Volvo EX60, lui, présente 810 km d'autonomie en mixte. Je ne l'ai pas encore essayé, donc on verra s'il arrive à les tenir. Mais c'est quand même plus que le Xpeng G6 qui fait 525 km. Le Lexus RZ, lui, il est donné pour 559 km. Le Porsche Macan jusqu'à 641 km. L'Audi Q6 e-tron jusqu'à 652 km. Et le Tesla Model Y jusqu'à 657 km. Et le Mercedes GLC, lui, s'en sort plutôt pas mal, hein, jusqu'à 713 km d'autonomie. Sur les performances, pour l'instant, on n'a qu'un seul moteur proposé, hein, sur ce iX3. Il fait 469 chevaux. Il n'y a que le Mercedes GLC, hein, qui a un moteur de 489 chevaux, qui fait mieux. Alors bien sûr, hein, si on va chez Porsche, par exemple, ça peut monter jusqu'à 639 chevaux avec la version turbo. Chez Audi, avec le Q6 e-tron, ça peut monter jusqu'à 516 chevaux. Et sur le Volvo EX60, jusqu'à 680 chevaux. Et même sur le Xpeng G6, hein, ça commence à 250, mais vous pouvez avoir sur la version performance jusqu'à 485 chevaux. Sur la puissance de recharge, là par contre il ne marque le pas, hein, 400 kW sur ce nouveau iX3. Donc là c'est mieux que tous ses concurrents, il n'y a que le Xpeng G6 qui fait mieux avec ses 451 kW. Le Mercedes GLC lui monte à 330 kW et il y a le Volvo X60 qui est entre le GLC et le X3 avec ses 370 kW. Les autres font moins bien. Sur son prix, à partir de 71 950 €, c'est moins que le Porsche Macan qui est à 83 100 €. Par contre, c'est plus que tous les autres. Il a, en 2026, des adversaires de choix. C'était pour ça qu'il me semblait important de vous lister l'ensemble des caractéristiques sur plusieurs critères que j'ai définis, qui sont les principaux critères de choix lorsqu'on achète ce genre de voiture, pour vous rendre compte du travail qui a été effectué chez BM, mais aussi chez les autres. C'est bien de remettre en perspective quelles sont les caractéristiques et les qualités des modèles concurrents. Alors, quand on achète ce genre de voiture, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut souvent voyager, on veut voyager vite pour certains, hein, ceux qui sont chefs d'entreprise ou salariés ou commerciaux par exemple, sans contraintes, ou du moins avec le moins de contraintes possible. On veut du confort au niveau des sièges, de l'insonorisation. On veut une bonne tenue de route, un véhicule rassurant et sécurisant. C'est ça un SUV premium en 2026. Et si on veut un SUV premium 100% électrique, on veut pouvoir aller loin et recharger rapidement. Toutes les cases sur le papier, je dis bien sur le papier, sont belles et bien cochées pour ce nouveau BMW iX3. Mais j'avais été encore plus critique sur l'ancienne génération du BMW X3 qui, selon moi, là pour le coup, ne remplissait que très peu de cases par rapport à la philosophie d'un SUV premium. Là, BMW a adopté un véritable pivot, hein, que ce soit sur la tenue de route avec son système Art of Joy, que ce soit sur l'architecture 800 volts avec une capacité de recharge ultra rapide, mais aussi sur cette grande batterie qui offre obligatoirement et logiquement une grande autonomie de plus de 800 km sur le papier, mais on va dire dans les faits, on va dire un bon 650 km par rapport à un cycle mixte. Là, vous y arriverez sans trop de soucis. C'est énorme pour un véhicule qui pèse 2,3 tonnes et avec autant de sophistication et surtout autant de performance. Si vous voulez acheter un SUV premium 100% électrique pour aller loin, vous recharger rapidement, qui est confortable, avec beaucoup de technologie, un très bon comportement routier, de l'agilité, de l'efficacité en tenue de route, c'est le iX3. J'aime bien être factuel, hein, c'est pour ça que je prends différents critères. Ce nouveau iX3, après on verra si ça vous plaît visuellement, est promis à un succès normalement plutôt évident. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire, et selon vous, lequel des 3 modèles suivants va être le premier en termes de volume de vente de son segment en 2026 en France, entre le BMW iX3, le Mercedes GLC et le Volvo EX60. Bien sûr, vous allez me dire, mais il y a le Tesla Model Y. Oui, certes, mais en termes d'ergonomie, de qualité, de puissance de recharge et d'autonomie, il est un petit peu en dessous. Si vous souhaitez acquérir ce véhicule en location longue durée, encore une fois, cliquez sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo. Et si vous voulez faire de l'optimisation de la fiscalité pour votre flotte automobile, que vous ayez une seule voiture, que vous soyez d'ailleurs dirigeant d'entreprise ou même salarié, utilisez l'avantage en nature manager, l'AEN Manager qui est proposé par PCA Service. Vous avez été nombreux à contacter PCA Service
les jours et semaines et mois, parce que ça fait 2 mois, il y a encore des gens qui appellent PCA Service pour optimiser la gestion de votre flotte. Donc contactez-les de notre part. Vous verrez, de toute façon, la seule chose que vous risquez, c'est d'économiser de l'argent, c'est tout. Abonnez-vous sur YouTube si ce n'est pas encore fait à ma chaîne Le Vendeur Automobile. C'est chaque vendredi à 17h que je diffuse un essai détaillé. Activez la cloche de notification et mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et abonnez-vous à mes comptes Le Vendeur Automobile sur TikTok et sur Instagram. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!